Pour ce nouveau podcast, je reçois Clément. On a parlé d'énormément de choses, de réflexes archaïques, de métaphysique et du passé et la vie, des expériences de vie de l'athlète. Je te laisse me dire ce que tu en penses et l'écouter de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision d'entraînement et tenter de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un athlète ?» Salut Clément. Salut, ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, super. Ouais, ben merci de venir sur ce nouvel épisode du Setup Podcast. Merci de ton invitation, ça me fait bien plaisir et bien content d'être là. Ouais, si tu pouvais te présenter. Moi, je m'appelle Clément Sirier, je suis français immigré au Canada depuis maintenant plus de 2 ans. Donc, j'ai fait le move pour rejoindre l'équipe PM Fitness qui est située sur Blainville et sur Sainte-Sophie. Donc, on a différents gyms, puis on a un troisième en projet. Donc, j'ai rejoint l'équipe en tant que préparateur physique et neuroposturologue. Et on est en train de monter toute une équipe de neuroposturologues pour être la première équipe sur ce domaine-là au Québec. Moi, je travaille beaucoup avec différents athlètes, évidemment, et du monsieur, madame, tout le monde, mais je me suis beaucoup spécialisé dans le développement du nourrisson, dans le développement de l'enfant, pour tout ce qui est troubles TDA, TDAH, tous les 10, etc. Donc, une bonne partie de ma clientèle sont aussi des enfants où on travaille à rééquilibrer leur cerveau pour diminuer ces fameux TDA, TDAH qui polluent en ce moment de plus en plus. Ouais, c'est ça, on en discutait avant en aparté, mais on disait on rencontre des situations qui sont bien particulières et du coup, il nous faut des nouvelles façons de les surmonter. Exact, exact, exact. Surtout que moi, ça m'avait beaucoup intéressé ce domaine-là, parce qu'avec la neuroposturo, c'est vrai que c'est très vaste. À la base, moi, je suis allé sur la neuro pour tout ce qui est troubles biomécaniques de base, en disant, tiens, voilà, j'ai un valgus de genou, tiens, j'ai une bascule d'épaule, avec certains athlètes, et on essaie d'optimiser leur planif et leur programmation pour avoir le plus de résultats possible, le plus vite possible. Et en fait, c'est tellement, tellement vaste tout ça, plus à mesure que tu fais des formations, de plus en plus tu évolues, tu vois qu'il y a un aspect cognitif et émotionnel qui sont énormes avec tout ça. Et moi, je pense qu'en fait, quand j'étais enfant, je pense que je devais être TDA ou TDAH. Je plus avec le H, parce que je pense que j'étais très hyperactif. Et je ne comprenais pas. En fait, je comprenais pas pourquoi j'avais du mal à lancer une balle, parce que je n'étais pas très, très bon en sport de balle. J'étais vraiment, vraiment mauvais. J'étais bon, très bon dans d'autres disciplines sportives, mais j'étais très mauvais là-dessus, par exemple, mais je ne comprenais pas pourquoi. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais aussi du mal à rester assis sur une chaise. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais du mal sur certaines matières et pas sur d'autres. Et que finalement, aujourd'hui, je comprends, parce que j'ai beaucoup plus de formation et d'apprentissage dessus. Et je me dis, mais j'aurais tué en fait à l'époque pour que quelqu'un me dise, en fait, c'est normal parce que j'avais des déséquilibres, j'avais des dysfonctions au niveau de certaines connexions et que finalement, ça peut se travailler. Et je peux m'améliorer là-dessus. J'aurais tué à l'époque pour ça. Donc, je me dis, mais je vais vraiment travailler là-dessus. Je me suis fait beaucoup de formations là-dessus. Et c'est vrai que là, je travaille avec énormément d'enfants. On a énormément de résultats sur tout ce qui est troubles de concentration, sur tout ce qui est troubles d'apprentissage et des diminutions clairement, voire disparition de tout ce qui est les conséquences du TDA, TDAH. Donc, c'est vraiment, vraiment apprécié. Les parents sont super contents. Les enfants sont ravis. Et on voit vraiment des modifications assez impressionnantes. Donc, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Assez Ouais, sensible. c'est un beau enfin, c'est un beau projet, c'est une belle mission. Là, ça change un peu. Ça me change de certains clients, en fait. C'est que la prépa, j'adore. Hein. Je suis un amoureux de là-dessus. Donc, quand je prépare des athlètes ou même du Gen Pop sur de la perte de poids, prise de masse classique, j'adore. C'est super passionnant. Et c'est vrai qu'une heure après, je passe avec un enfant qui n'arrive pas à rester concentré 5 minutes en classe. Hop, on passe complètement sur un autre mode. Donc, c'est super intéressant de pouvoir, dans mes journées, de pouvoir switcher comme ça. C'est quand même très stimulant sur mes journées. Ouais, totalement. Mais d'après, enfin, pour toi, c'est quoi un athlète? Pour moi, je crois que depuis toujours, je dis qu'un athlète, c'est quelqu'un qui passe la porte d'un gym.
toute personne qui passe la porte d'un gym, pour moi, c'est un athlète. Parce que ben, il a fait déjà cette action de dire bah, tiens, il y a la chose peut-être qui va ou qui ne va pas dans mon corps, ou que je veux plus ou je veux moins. Et je vais me mettre en action, je vais prendre une responsabilité par rapport à moi-même et je vais me mettre en action. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça la mentalité d'un athlète, c'est de se mettre en action et de prendre responsabilité. Donc, je trouve que ce mental-là, ben, ça définit déjà un athlète. Donc, la petite mamie qui passe la porte du gym ou l'athlète de haut niveau qu'on peut avoir en football, football, pas soccer, parce qu'on va différencier malheureusement. Ben, pour moi, c'est sûr, ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais dans leur motivation initiale, je trouve il y a la même motivation en fait. C'est que je veux performer pour être plus fort, plus rapide, plus puissant, etc. Mais l'un va être, ben, je veux avoir moins de douleur, je veux pouvoir vivre mieux. Et je trouve qu'en fait, ça va se valoir dans tout ça. Donc ça, pour moi, ça va définir un athlète là-dessus. C'est cette mentalité de je veux me mettre en action et je veux prendre responsabilité par rapport à ces actions. Et ça définit pour moi un athlète. Ouais, cette notion de responsabilité elle fait du coup écho à ce que tu disais tout à l'heure sur ton travail avec les nourrissons etc. C'est que souvent, parfois, on a du mal à la prendre, cette responsabilité, parce que on a des dysfonctions, comme tu disais, des déséquilibres. Et on a la chance d'avoir des personnes comme toi qui permettent du coup aux gens de choisir et de pouvoir prendre leurs responsabilités. C'est ça, c'est quand qu'il faut penser que c'est quand tu as des enfants ou des adultes. Moi, je pense, j'en parlais il y a 2, 3 jours. C'est moi la question c'est qui m'intéresse, c'est ben, comment on peut ne pas prendre responsabilité. C'est-à-dire que, admettons, je me laisse aller dans une prise de poids qui devient maladif, ou à l'inverse, je suis un athlète et que je veux performer, mais ben, je reste un peu sur mes acquis. Moi, j'ai déjà eu des athlètes comme ça en France qui étaient très bons, qui avaient un énorme talent, mais le travail derrière en prépa, c'était des cacahuètes. Et puis on a même déjà des cas comme ça sur des joueurs professionnels qu'on connaît tous qui en prep ou en entraînement s'investissent à 20%. Et malheureusement, des fois, qui peuvent performer ou pas sur le terrain. Mais je m'étais posé la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, leur mentalité, c'est ça? Est-ce qu'il y a il y a une sphère sociale, il y a une sphère familiale, une sphère au niveau des pairs? Mais est-ce qu'on pourrait remonter encore plus loin que ça? Est-ce qu'il y a un côté d'apprentissage, peut-être dans leur enfance, peut-être qu'il y a des choses, des valeurs, encore une fois, familiales qui n'ont pas été transmises? Mais est-ce qu'on peut encore remonter encore plus loin? Est-ce qu'il y a le développement du nourrisson, le développement de l'enfant qui a été fait? Est-ce qu'il a eu assez de motricité? Est-ce qu'il y a eu certaines connexions qui sont faites? Est-ce qu'il y a des dysfonctions entre le cerveau gauche et le cerveau droit? Est-ce qu'il y a le cervelet est correct? Est-ce que tout leur système sensorimoteur est correct? Est-ce que ça leur déjà permet de prendre une décision ou de jouer sur leur prise de décision? Là, c'est des questions que je me suis posé là-dessus, en fait. Et je pense qu'il y a quand même un impact, ben, on sait l'impact, exemple, des réflexes archaïques sur la sphère émotionnelle et la sphère cognitive. Donc, quand on voit quelqu'un qui va être extrêmement colérique ou qui va être extrêmement dans la peur, finalement, parce qu'il va avoir certains réflexes de peur qui sont toujours présents, est-ce que finalement les conséquences qu'il va mettre en place au quotidien dans sa vie d'adulte vont être reliées par rapport à ses perceptions qu'il va avoir de ses actions, de sa vie en fait? Parce que lorsqu'on vit, on vit par rapport à des filtres qu'on voit. Ma réalité n'est pas la tienne, qui n'est pas celle de quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on vit par rapport à nos filtres. Et à travers nos filtres familiaux, sociaux, socio-économiques, aussi par rapport à certains pays. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans 3 pays. J'ai bossé en Suisse, j'ai travaillé en France et là, je travaille au Canada. Il y a quand même 3 mentalités quand même qui sont différentes. Donc, il y a plein de choses qui peuvent jouer, mais est-ce que déjà en amont, mon intégration sensorimoteur, mes réflexes archaïques et mon développement du nourrisson, est-ce que c'est pas mes premiers filtres en fait finalement? Et comment du coup je peux percevoir mon univers et mon monde par rapport à ça? Hmm. Ouais, parce que les attitudes ou les comportements des gens, en fait, c'est simplement la conséquence de tout ce que tu disais au final. Ouais, moi, à mon sens, ouais, c'est ça, c'est que quelqu'un qui va avoir une hypersensibilité auditive, est-ce que finalement elle va éviter, je pense, la personne va quand même éviter les endroits qui sont assez bruyants, elle va éviter certaines actions peut-être qui va la mettre en défaut vis-à-vis de ça. Maintenant, la question, c'est pourquoi elle a cette hypersensibilité auditive?
Et souvent, les personnes me disent: Ah, bah, j'ai toujours eu ça. Ok, mais tu as toujours eu ça. Est-ce qu'il y a, en fait, il y a un moment, est-ce il y a quelque chose qui a fait un déclenchement? Et là, quand on creuse, ah oui, je me souviens, il y avait. Et là, on commence à pouvoir à mettre un peu certaines choses en lien. Et je pense que ça, on vit par rapport à nos filtres. Et que finalement, après, notre système qui cherche, lui, à toujours survivre par rapport à tout ça, va s'adapter en bien ou en mal, mais il va s'adapter dans tous les cas à nos filtres, comment on va vivre. Et je pense que c'est ça la première mission dans l'entraînement ou dans un accompagnement, c'est de comprendre les filtres de la personne, comment elle perçoit l'information, et comment elle va prendre l'information, comment elle traite l'information, et après, comment elle va mettre en action ces informations. C'est-à-dire que elle, dans sa tête, elle a une certaine chose qu'elle veut mettre en place, et comment elle va le mettre en place avec cette prise d'information. Si cette prise d'information, elle est déjà faussée de base parce que j'ai un système tactile qui est déjà hyper sensible, que j'ai une information oculaire qui est pas vraiment bonne, une information auditive qui est assez perturbée, même olfactif, etc., etc., je pense pas que je vis le même univers que quelqu'un qui n'aurait pas ces problématiques-là. Donc, pour la même situation et la même volonté, est-ce que je vais avoir le même comportement? Mm. Totalement. C'est relativement, enfin, c'est même primordial. Et je pense que ben, on nous en parle pas. Ou même n'importe qui dans la rue, on lui demande, il va froncer les sourcils, il va dire, mais c'est quoi ça? Donc, s'il y a des athlètes qui nous écoutent, ou même des entraîneurs, c'est quelque chose, je pense, de primordial à prendre en compte. Bah, moi, dans mes évaluations ou mes consultations que je vais faire avec vraiment tout le monde, que ce soit enfant, sportif, vraiment pour la performance athlétique, ou du monsieur, madame, tout le monde, ils font les mêmes tests. J'ai les mêmes tests pour tout le monde. Je ne veux pas différencier. Pour ça, encore une fois, pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui passe la porte du gym, qui a cette volonté de vouloir changer ou de vouloir s'améliorer. Je pense que ça définit clairement l'athlète. Donc, de comprendre déjà son système sensoriel, de comprendre l'état du système nerveux central et périphérique, de voir si tout est OK, de voir si les réflexes sont intégrés, etc. Déjà de base, c'est vraiment pour moi la base. Après, d'ailleurs, ça, on peut aller sur des tests super intéressants, voilà, les tests de prep hein, qu'on connaît tous, mais pour moi, ça a peu de valeur si ça, c'est pas fait avant, en fait. Ouais. On est sur des fondations. Ouais. Clairement, clairement. Ouais. Ça, Tu disais que du coup, ça, c'est ta porte d'entrée quand tu travailles avec des gens, peu importe enfin, les objectifs, que ce soit ouais, c'est ça. Justement, par contre, quelle différence tu as dans ta prise en charge entre des athlètes qui veulent performer plutôt que des gens qui ont des objectifs sportifs qui sont un petit peu moins prédominants? Après, ça va être la mise en place des protocoles et ce que je vais leur donner qui va être vraiment différent. C'est-à-dire que ma porte d'entrée, je vais regarder l'état. Selon ce que je vais avoir lors de la consultation, moi, je vais mettre en place les protocoles qui vont être pour l'amélioration d'eux. Après, l'avantage d'un athlète qui est déjà un peu plus intermédiaire ou confirmé, on peut aller sur des choses déjà beaucoup plus complexes. Souvent, les patrons moteurs sont déjà quand même très bien intégrés. On a un pattern du corps qui est déjà bon. Mais pour travailler avec certains athlètes de haut niveau, on peut voir déjà certaines problématiques, encore une fois sur l'état du système nerveux. Donc, moi, je vais l'intégrer en fait très vite dans leur protocole d'entraînement aussi, par rapport à l'athlète de monsieur, madame, tout le monde, où on va y aller plus progressivement parce que l'objectif pour moi, c'est de l'emmener à se sublimer, à avoir accès à son corps et du coup accès à son environnement et à sa vie. Mais la mentalité que je vais mettre avec et comment dire ça, euh, la rigidité, la rigueur, enfin, peut-être pas la rigueur, parce que la rigueur, je suis toujours rigoureux, mais je vais dire la sévérité, mais c'est pas vraiment ça, parce que je vais pas être moins sévère avec un athlète, ouais, mais je vais peut-être un peu plus dur avec un athlète qui veut performer sur du haut niveau, qui a monsieur dans tout le monde, que je peux plus passer. Voilà, t'as pas fait tes exercices oculaires, bon, fais-les bien, s'il te plaît. Ça va être un peu plus simple. Mm. L'athlète, ça va être fais-les. Ça va être plus simple. Ouais, c'est ça.
Euh, sur la partie des réflexes archaïques, etc., là, dont tu parlais tout à l'heure, ça arrive que même des athlètes de très bon niveau, ils aient encore des réflexes qui sont non intégrés ou des déficits. Complètement, complètement. Ouais. Surtout, c'est même, je vais dire pas plus, pas moins, mais ouais, si, il y en a comme beaucoup de réflexions intégrées. Après, ce qui est toujours la grosse question, et vu s'ils performent, est-ce que ça vaut la peine qu'on leur enlève ou pas? C'est toujours là, des fois les questions qu'on peut voir en disant, bah, tiens, souvent on compare, voilà, si mon pilote automobile, il aurait plus de facilité, est-ce qu'il ne ferait pas un meilleur temps? Mais en même temps, est-ce qu'elle lui enlever? Est-ce que des fois, ça ne peut pas être non plus dégradant? Donc il y a toujours un peu une précaution à faire avec l'athlète par rapport à sa saison et au moment où il est rendu dans sa saison pour que le travail soit le plus pertinent possible. Donc en termes de planification de programmation, ça va être un peu plus différent que monsieur et madame tout le monde qui n'a pas d'échéance de compétition, qui n'a pas de compétition régulière. Je prends en football qui ont des matchs à peu près tous les week-ends. Enfin, qu'ils avaient, parce que maintenant, il n'y a plus de matchs, c'est pour rien qu'il existe. Maintenant, de toute façon, on est rendu à rester chez soi, c'est très bien. Donc, je pense qu'en termes de programmation, ça va être différent. Mais à l'heure, j'ai jamais encore vu quelqu'un qui avait tous ses réflexes intégrés et un système nerveux parfait. Je crois que j'en ai pas vu. Genre, après, j'en ai vu certains enfants ou adultes où on a travaillé sur les réflexes et qui sont inhibés et qui ne sont plus présents. Ça reste après un travail un peu moins acharné par rapport au début, mais ça reste après régulièrement à faire un petit check-up, mais plutôt tous les 6 mois, tous les ans pour là-dessus, versus quand il y a des personnes qui ont des gros réflexes, je les vois quand même une fois semaine ou une fois 2 semaines pour travailler ça. Donc, ça dépend vraiment de la programmation, de la gravité, entre guillemets, des réflexes, s'ils sont vraiment un gros pourcentage non intégrés ou pas. Et pareil au niveau du cervelet, pareil au niveau des voies neurologiques. Si on voit des grosses problématiques, c'est là-dessus qu'on va pouvoir ajuster les plans et ajuster le suivi. Mm. Justement, qu'est-ce qui peut faire que, enfin, on est où on était nickel, où on ne s'aperçoit pas de dysfonction, mais d'un coup, ben, il y a un réflexe qui réapparaît ou une dysfonction du cervelet qui réapparaît. Qu'est-ce qui fait que ça réapparaît? Ouais, est-ce que déjà c'est possible? Et déjà, quelle situation peut faire que. Moi, ce que je vois, c'est que dans les développements de l'enfant et du nourrisson, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites chez les parents. Je pense par simplement manque de connaissances, tout simplement. Et d'ailleurs, en grosse exclu, je suis en train de travailler là-dessus, je suis en train de travailler sur une formation pour être un bon parent. Parce que c'est con à dire, mais il n'y a pas de formation pour être parent. Parce qu'on a tous l'instinct maternel ou l'instinct paternel. C'est effectivement, on va pas trop s'amuser à faire du beach volley avec un enfant. Enfin, se servir d'un enfant comme ballon. Je pense qu'on a un peu de bon sens là-dessus. Mais effectivement, aujourd'hui, on est très vite perdu dans le même principe que l'alimentation dans l'entraînement, on est très vite perdu sur il faut ce style-là de poussette, il faut qu'il ait le développement moteur libre, il faut le mettre dans un trotteur, il faut que. Oui, après, il y a des grands-parents, bien sûr. Ben, moi, j'ai fait ça toute ma vie, on n'est pas mort. Oui, effectivement, hein, c'est un argument qui a du poids. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on a un peu perdues et juste comprendre déjà que le cerveau d'un nourrisson versus le cerveau d'un enfant de 2 ans versus un cerveau d'un enfant de 6 ans versus un cerveau de 15 ans et adulte, ben, c'est pas les mêmes. Que la perception de l'environnement, c'est pas le même, que leur vision du monde n'est pas le même, etc. Et qu'adultes, on va vivre par rapport encore une fois à nos filtres et on va vite les donner à nos enfants, ce qui est assez normal jusqu'à là. Mais si on projette sur notre enfant qui réfléchit comme nous, qui vit les choses comme nous on le vit, c'est là, je pense qu'il va y avoir des dysfonctions. Et je pense qu'on essaie toujours de donner le meilleur à nos enfants, mais malheureusement, on donne pas ce qu'il faudrait. Je prends l'exemple typique, j'ai vu ça ce week-end. Poussette, un enfant qui était dedans, et il y avait magique, je trouvais ça extraordinaire, un porte-tablette qui a été inséré dans la poussette, donc qui a été fait donc exprès, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a été créé et vendu, c'est-à-dire c'est fait pour être vendu.
c'est pas quelque chose qui a été fabriqué par la personne, c'était vendu par des commerciaux qui ont dit cool, on va leur mettre un porte-tablette pour que l'enfant puisse regarder les écrans pendant qu'il est dans sa poussette. C'est quand même extraordinaire. Et je trouvais ça dingue parce qu'on était là, je n'arrive pas à comprendre qu'en 2021, ça soit déjà pas acquis. Mais malheureusement, non. Finalement, en même temps, tu vois, ce qu'on continue à vendre ou à ce qu'on continue à donner, finalement, ça peut peut-être compréhensible. Mais en tout cas, voilà, les écrans, c'est extrêmement toxique pour le développement de l'enfant. Et comme niveau alimentaire, la dernière fois, j'avais une cliente, elle donne quelque chose à son enfant. Je dis, mais toi, pourquoi tu n'en manges pas ça? Ah, bah, c'est pas bon. Pourquoi pour ton enfant, du coup, c'est bon? Moi, je veux juste le comprendre. Pour toi, c'est pas bon, mais pour ton enfant, c'est bon. C'est quand même bizarre, en fait, toi, la réflexion. Et c'est vrai qu'il y a ça, et puis il y a le côté, il y a la vie quotidienne et la vie sociétale qui fait que, voilà, on va mettre un enfant devant la télé, oh, cool, il est calme. Regarde comme mon enfant, il est calme, ça lui permet vraiment de pouvoir s'occuper d'autres choses. Et tout ça, je pense, combiné, plus, ben voilà, encore une fois, il y a énormément de choses qui vont jouer sur le développement, hein, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau du mouvement, au niveau des stimulations. Voilà, je parle des écrans, mais il y a pas encore beaucoup de choses. Et je pense déjà que tout ça, on part déjà avec des enfants qui ont déjà avoir des dysfonctions. Voilà, pour pas dire 100%, je veux dire 99% là, des personnes que j'ai en consultation, moi j'envoie toujours un document sur l'historique un peu de l'enfant. Ça m'intéresse de savoir. Et dans mes questions, j'ai aussi l'historique des parents, j'ai un peu l'historique de la prénatale euh, et in utero. Je cherche le mot. Et déjà, on voit énormément de choses qui reviennent. Et c'est quasiment tout le temps les mêmes choses. Et finalement, on a toujours à peu près les mêmes conséquences émotionnelles, cognitives chez ces enfants-là, et même moteurs chez ces enfants-là. Donc, c'est toujours intéressant à regarder. Après, pourquoi ça peut revenir? C'est sûr que des traumas, encore une fois, il faut penser que le cerveau, il veut survivre. Donc, on va mettre en place toujours des stratégies par rapport à ça. Donc, effectivement, j'ai un accident d'auto ou simplement je vis des stress assez importants, ben, je vais assez vite mettre des choses en place. Et je pense que malheureusement aussi aujourd'hui, on est de moins en moins dans le mouvement, même si nous, je sais pas, je pense que toi aussi, dans tes réseaux, tu suis beaucoup de personnes qui sont dans notre domaine, donc on a l'impression que tout le monde fait du sport, tout le monde fait bien. Alors, des fois, pas bien ou pas, mais en tout cas, ça bouge, ça bouge. Mais en fait, la triste réalité, moi, j'adore observer les gens, j'adore ça dans la rue. Je suis très. Je suis premier avec mon téléphone à filmer des gens parce que je vois une démarche bizarre ou des choses comme ça. Mais je vois surtout de plus en plus de personnes qui vont être en obésité ou en surpoids ou avoir des troubles de moteur. Et je pense que du coup, les troubles cognitifs vont aller avec, les troubles émotionnels vont aller avec. Tu rajoutes que les confinements à répétition n'aident vraiment pas, ça c'est une certitude. Mais encore une fois, on parle de responsabilité, c'est-à-dire pourquoi du coup, exemple, moi ou d'autres personnes, ça va très bien et pas ces autres personnes. Je ne pense pas être différent d'autres. Mais je pense que la population, après je ne sais pas, je n'ai pas des chiffres, mais je pense que la population va de plus en plus mal, hein, qu'elle va de plus en plus bien. C'est l'accès au fast-food, c'est de plus en plus là. Là, on veut manger bien, mais on ne sait pas quoi manger. On veut manger bien, mais on ne sait pas quelle quantité manger. On pense manger bien, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Enfin, le sommeil, c'est une catastrophe. Le niveau d'alcoolisme, je pense, a augmenté avec les Covid. Nous aussi, en plus, au Québec, on a la SQDC, c'est la weed qui est légale. Donc, c'est génial. C'est complètement cool. Enfin bref, tout ça combiné, ben, c'est sûr que ça n'aide pas en termes de motricité, ça n'aide pas en termes de santé mentale et que derrière, les conséquences vont être là, quoi. Mm. Plusieurs facteurs. Mais ouais, c'est une tournure assez particulière que ça prend parce qu'on n'a jamais été aussi informé des choses. Mais en fait, ben, au contraire, c'est qu'on est tellement bon qu'à la fois, il y a du marketing qui se met dans des brèches. Et du coup, ben, les petites Nike avec les bulles et tout là pour les enfants de 1 an, ouais, c'est génial. Les C'est parents, génial.
comme tu dis, après, il y a un truc qu'il faut penser, c'est le marketing. Les mecs, ils ont un niveau de maîtrise sur la psychologie humaine et sur les comportements sociaux qui est poussé à l'extrême. C'est poussé à l'extrême. C'est pour ça que ça marche aussi bien la publicité. Euh, je ne sais pas si tu te souviens des pubs Juvamine ou Mercurochrome. Mm. C'est Mercurochrome, le pansement des héros, et ça revenait en boucle. Je veux Mm. dire que ça, c'était légal à un moment donné en France de pouvoir répéter 30 fois en 30 secondes un truc pour que ça te rentre dans la tête. Et ça, c'est encore resté dans notre tête. Donc, le marketing est très, très, très utilisé. Et puis, il y a quand même des sommes astronomiques qui sont utilisées là-dessus pour nous vendre des choses. C'est les Birkenstock, les Nike, toutes les styles de chaussures de toute façon, qu'on voit aujourd'hui. Ouah, c'est assassin hein, au niveau, on pourrait porter tous plainte par rapport à ça. Tu rajoutes après, c'est comme combien d'athlètes, je pense que toi, ça doit être pareil. Ouais, j'ai acheté ces chaussures-là, là, ça me permettra vraiment de mieux performer. Elles ont un meilleur drop qui me permet de sauter plus haut. Euh, ouais, 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 sûrement, je te crois, hein, c'est sûr, mais je pense qu'il y a quand même d'autres choses à faire avant. Ou, tiens, j'ai acheté cette tenue parce qu'avec ça, j'ai parlé d'un aérodynamisme. Alors, ça dépend des sports, mais encore, ça, c'est du matériel. Mais je pense que ça, pour les enfants, moi, c'est quoi qu'on m'a sorti? Attends, il n'y a pas si longtemps aussi. Ouais, j'ai acheté ça. Là, il apprend à fond avec ça sur la tablette. Ah non, il apprend pas du tout, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il n'apprend pas. Mais on va te sortir des choses qu'on apprend. Donc, c'est bien vendu par les commerciaux, c'est super bien vendu. Puis avec cette derrière, on va te dire, regardez, c'est un pédiatre, docteur en machin qui le prône. Ça me fait penser au même argument qu'Herbalife, quoi. Regardez, c'est le docteur machin qui. Alors moi, je veux bien, mais le jour où les médecins auront un 100%, mais tous les médecins auraient un 100% éthique vraiment par rapport à ça, ok, il n'y a pas de problème, je fais confiance aux médecins. Mais problématique, c'est qu'on sait que non. Et il n'y a pas tous les médecins, des médecins qui sont extrêmement compétents, extrêmement bons, et je pense que c'est la majorité des médecins. Mais il y en a certains que si on leur donne un joli chèque, ils vont pouvoir pondre n'importe quelle étude là-dessus. Et le problème, c'est que ça aussi, ça a été démontré, ça aussi, on le sait. Mais comme tu dis, c'est la source d'information. On est de plus en plus informé, mais on est de plus en plus désinformé par rapport à tout ça. Ouais. Et là, le souci. Internet est devenu notre pire, meilleure chose. Je ne sais pas comment dire vraiment ça. C'est Ouais. que quand tu sais, c'est génial, mais la vérité, c'est que, encore une fois, je pense qu'on n'est pas beaucoup à savoir chercher. Puis aujourd'hui, c'est les gens qui lisent une étude, ils lisent la conclusion ou le titre, Mm. et ça leur suffit. Il faut faire un post Instagram de 3 lignes pour que les gens comprennent. Il ne faut pas trop que les gens lisent. Voilà, ça serait compliqué. Donc, on est rendu même dans une génération fast-food de la connaissance. On est rendu dans une génération, faut que ça aille vite et il faut que ça aille plus vite que ce que je devrais. Et pour ça, pour pouvoir vivre à travers des réseaux, à travers des filtres, encore une fois, les réseaux, c'est des filtres, c'est une perception de filtre. C'est génial. Si tu peux faire croire ce que tu veux sur des réseaux, ouais, c'est fabuleux. Mm. Mais la réalité, je pense, est beaucoup plus dure pour ces gens-là. Ouais. Et justement, tous ces facilités, fast life au final, parce que ça aurait fast food, mais c'est fast training, fast life, fast résultat. Euh, c'est conditionné par quoi? Ou c'est qu'est-ce qui pousse le corps à vouloir ça? Je pense qu'on a toujours cette recherche de vouloir plus. Ça, c'est chimique. On veut toujours plus. Puis je pense qu'on a l'humain ouais, est aussi ce qui nous a permis de faire des grandes découvertes et extraordinaires depuis que l'homme est l'homme. Hein. Cette curiosité qu'on a d'avancer, de chercher, de créer et d'aller de plus en plus. Malheureusement, je pense on est devenu, là je parle vraiment du personnel, hein, mais je pense qu'on est devenu un peu esclave de tout ça en fait. C'est-à-dire que le, avant, on créait des machines pour que ça nous serve vraiment pour nous faciliter la vie, mais aujourd'hui, ça nous facilite tellement la vie que on devient de plus en plus faible, que ce soit intellectuellement
et physiquement les taux de testostérone chez l'humain en général n'a jamais été aussi faible. Et c'est quand même pas normal. On aurait dû, enfin, quand tu vois l'évolution de l'espèce humaine sur les dernières années, enfin, ces derniers siècles, pardon, on est vraiment plus grand. On est de moins en moins fort, on est de plus en plus faible. Alors après, on vit de plus en plus longtemps. Mais à quel prix? Parce qu'en même temps, on vit de plus en plus longtemps, mais à comment on les vit? Parce qu'encore, on pourrait vivre à 98 ans, mais on serait plutôt en forme, ça serait intéressant, mais ce n'est pas le cas. On cherche la facilité dans tout. Et du coup, je pense que tout ça, ça emmène à des comportements sociaux et des comportements généraux qui sont que maintenant, à la moindre difficulté, que ce soit d'apprentissage ou d'effort physique, c'est compliqué, on abandonne. Alors après, on a toujours, dans un premier temps, nos filtres personnels par rapport à comment on s'est développé. Mais encore une fois, parce que je pense que c'est vraiment multifactoriel, le phénomène sociétal qui fait que je veux pas trop, je veux que ce soit plus rapide. Moi, c'est long. C'est long, c'est trop long. Voilà. Et, je prends un exemple. Moi, je viens des arts martiaux, moi, à la base. Moi, je suis du judo et du jiu-jitsu. J'enseignais ça à Grenoble. Quand j'étais étudiant, je m'occupais du domaine universitaire de Grenoble sur l'aspect jiu-jitsu. Et j'en avais plusieurs qui me disaient, ah, moi, je veux apprendre tout en 3 mois. Ah, ça fait 20 ans que j'en fais et je sais même pas la moitié. Je connais énormément de choses, je suis déjà ceinture noire, etc. Mais je veux dire, l'aspect martial demande une énorme rigueur et un énorme apprentissage. Il y a des gens, ils ont passé leur vie entière de dévouement par rapport à ça et depuis des décennies. Et toi, tu veux savoir ça en 3 mois. Et ça montre bien ce phénomène de je veux tout de suite maintenant sans trop me fatiguer. Et je pense on perd beaucoup de grands penseurs et on perd beaucoup de grandes découvertes là-dessus. Parce que si on regarde bien, depuis au moins 10 ans, il n'y a pas eu de grosse explosion de découvertes. Je veux dire, un des derniers grands créateurs, c'était Steve Jobs qui a vraiment mis des choses énormément en place. Mais aujourd'hui, à part miniaturiser ce qu'on peut déjà miniaturiser, c'est déjà une grande prouesse. Mais il n'y a plus de grosses découvertes aujourd'hui. On va chercher par contre à vendre encore plus. Voilà, ça par contre, on veut vendre. Et là, on le voit bien, ça fait 20 ans qu'on nous sort le même téléphone qui fait la même chose que l'ancien, mais juste avec plus de choses. Mais il n'y a pas de grosses découvertes là-dessus. À part d'améliorer la capacité de stockage dans des choses qui sont plus petites, ça c'est une réalité, mais il n'y a plus de grosses découvertes. C'est ça qui est un peu place que je pense qu'on perd des penseurs. En fait, on a perdu cette façon de se stimuler et on n'a plus de gros penseurs. Il n'y a plus de personnes qui réfléchissent. Mais on voit Ça, c'est la vraiment... même chose dans le sport. C'est que Fosbury, Ouais. la première fois qu'il est arrivé, ben, waouh, là, ok, là, c'était un step. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, on le voit, les performances motrices, ça évolue toujours, parce que l'humain, quand même, tend vers quand même à évoluer. Mais à part, c'est ça, c'est certaines. Je sais pas, si on parle pas en population générale, je pense qu'on est quand même de plus en plus faible. Au niveau des athlètes, il y a quand même des performances qui sont excellentes, hein, qui sont vraiment extraordinaires, mais ça reste 5-6 athlètes, allez, 10 athlètes mondiaux qui performent encore aujourd'hui. Mais est-ce que, moi je me posais la question, si demain Federer, Nadal, Messi, Ronaldo, on va citer ces quatre-là, décèdent, il y a qui va pouvoir battre ce qu'ils ont fait? Il y a qui va pouvoir remettre en place ce qu'ils ont fait? Enfin, toi, ce que je veux dire aujourd'hui, pour moi, c'est des personnes qui sont extraordinaires. Ils ont mis un travail acharné, parce qu'il y a un talent, mais il y a un travail qui est énorme chez ces athlètes-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on retrouvera ces athlètes-là? On retrouvera des athlètes comme ça? Peut-être que oui, mais j'en sais rien en fait. Mais je sais pas. J'ai faible espoir par rapport au travail, par rapport à la motivation que les gens vont mettre, par rapport à cette volonté de vouloir se sublimer. Je sais pas. J'espère que oui, mais je sais pas. Ouais, Vraiment, après, je sais pas.
ça peut, enfin, par exemple, si on prend un exemple, je sais pas, on prend la F1 avec, tu vois, Schumacher, ok, il a arrêté. Maintenant, on a Hamilton qui, quand même, tu vois, et tu vois, je Ouais, pense qu'il va quand même avoir un cercle qui s'entretient. ouais, mais c'est pas, tu vois, Alonso, etc., qui sont des athlètes, mais ça reste des personnes qui travaillent très dur. Et encore une fois, mais on pourra en citer peut-être que 3 ou 4, voire les 5 par discipline qui sont vraiment au top du top. Et par rapport après, au limite, au sixième, il y a un fossé. Et c'est pourquoi il y a ce fossé-là. Pourquoi il y a un moment donné, il y a un tel fossé entre ces personnes-là. Et qu'est-ce qui fait que l'aspect génétique, ok, pourquoi pas. Et après, voilà, par rapport à l'intégration du système nerveux, par rapport à leur fil, par rapport après au travail qu'ils vont mettre, enfin, je pense qu'il y a une espèce de mentalité qui fait que, mais dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'on va retrouver des athlètes de cette trempe-là? Est-ce qu'on va retrouver des personnes de ce niveau-là? Et c'est ça que je me pose la question. J'espère que oui. J'espère clairement que oui, mais et qu'on aille même au-dessus, qu'on expose des records encore, encore et encore. Mais ça fait plusieurs années, je trouve que ça stagne sur beaucoup de choses. Hmm. Donc, D'après toi, comment on pourrait faire perpétuer ce système de performance, on appelle ça, ou comme ça, ou... je pense qu'il y a déjà une grosse, grosse, grosse remise en question dans le domaine des entraîneurs qu'il faut se remettre, qu'il faut se poser. Ça, c'est un énorme, vraiment énorme. C'est que le souci, c'est que dans les années 60, 50, 60, il y a un gros boom des gyms, etc. Donc, il fallait vite des traîneurs. Donc, on a mis vite en place des formations qui sont aujourd'hui très peu qualifiantes de la part des formateurs qu'on a mis en place et du contenu qui est mis en place. Donc ça, on le connaît, on sait très bien certaines formations qui sont moins qualifiantes. Après, il y a le terrain, mais le terrain, si déjà de la base, tu n'es pas qualifié, c'est sûr que c'est compliqué de perpétuer les choses. C'est pour ça qu'on peut entendre encore des grosses conneries encore actuellement dans l'entraînement et qu'on voit perpétuer des mauvaises choses. Après, euh, personne, déjà, ça serait déjà une bonne chose. Après, il y aura, et ça, c'est l'autre souci, dans le domaine de l'activité physique qui est plus large, dans le domaine de la santé, tant qu'il n'y aura pas une espèce de consensus envers tous les acteurs de la santé et les acteurs qui vont intervenir avec des athlètes ou du monsieur, madame, tout le monde, ça sera compliqué. C'est-à-dire qu'on a toujours ce fameux médecin qui est Dieu Tout-Puissant, qui a le savoir et le reste non. Alors oui, il a un énorme savoir, mais aujourd'hui, il y a toujours cette vision travail holistique versus travail très spécifique et je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir s'ouvrir et que ce soit les médecins, des kinés, des ostéos, des coachs, des massos, des hypnos, enfin que tous ces domaines-là communiquent au mieux sans forcément mettre les égos en avant, sans dire que moi j'ai raison et toi tu as tort, mais qu'il y a vraiment un partage de connaissances, un partage d'informations au service des athlètes, au service de ça. Et je pense que ça, plus une amélioration des connaissances, déjà, il y aura un gros turnover au niveau enfin, il y aura vraiment une amélioration de la performance déjà rien que par rapport à ça. Après, c'est comme d'hab, hein, on va sans parler des fédérations qui embauchent des gens qui connaissent, mais pas forcément sur la compétence, mais parce qu'ils connaissent. Ça, c'est d'autres problématiques. Ça, c'est pourquoi il y a toujours les mêmes coachs qui sont les mêmes préparateurs qui sont toujours dans le même staff et qui font un travail très bon, hein, très très bon. Mais moi, pour avoir coaché des mecs en soccer, donc en football français à des hauts niveaux, putain, je voyais les préparations qu'ils avaient. Ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Je suis désolé, mais je dirais pas les clubs, mais franchement, faut se tirer le doigt du cul, quoi, à un moment donné, et arrêter de se feignanter. Alors, soit c'est de la feignantise, soit c'est de la manque de connaissances, soit c'est pas la bonne personne à la bonne place. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, après, c'est un manque de budget aussi. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Mais ouais, ça proposer du 30-30 en plein milieu de la saison sur du Bosu pour travailler, enfin, à un moment donné, franchement, Hmm. en
2020, en 2019, là, quand c'était le cas. Enfin, faut arrêter. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'ego de la part des grands coachs qui devraient vraiment se remettre à jour. À l'inverse, des coachs débutants qui aussi devraient se taire un peu et malgré leurs connaissances et continuer à apprendre, apprendre, apprendre. Et en fait, simplement essayer de proposer le meilleur qu'on peut proposer. Et puis, je pense que c'est dans ton silence que tu fais le plus de bruit. C'est dans, plus tu travailles bien, plus tu travailles fort, les résultats vont parler pour toi. Mais les coachs qui vont dire, ah, ma méthode, c'est la meilleure. Ouais. Déjà de base, tu pars avec quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais c'est ça, on vit dans un, comme ça, on en parlait tout à l'heure, ça, on vit dans un monde marketing. Il faut que je puisse vendre mon business, il faut que je puisse vendre mes compétences et vendre mes services. Et pour ça, il faut que j'arrive à vendre une méthode et que j'attire le client envers ma méthode, c'est la meilleure. Euh, c'est tellement multifactoriel la perf que est-ce que c'est pas un peu tout qui est bon? Mm. C'est ça, mais c'est même moi, là, toi, j'ai des résultats extraordinaires avec une cliente qui a vraiment une grosse pathologie. On commence à avoir des débuts de résultats qui sont vraiment bons, mais est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai mis en place qui était bon? Est-ce que c'est parce que j'ai mis en place plus d'autres choses qui ont été bonnes? Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut essayer de prendre en considération et pas dire c'est moi. C'est l'ego. Je pense que c'est ça qui peut jouer en faveur de l'athlète, ça joue à sa défaveur. Ben, c'est ça, c'est que quelque part, on essaie de justifier un peu ce qu'on fait, quoi. Je sais plus qui c'est qui parle. Enfin, c'est pas des Ouais, biais psychologiques là, mais on a, enfin, c'est le fameux besoin de reconnaissance, etc. Ou derrière, en fait, ouais, oui, c'est le côté. Moi, j'ai un résultat hier là, avec une cliente extraordinaire. Tu sais, je pense à un post que je vais mettre aujourd'hui ou demain sur mon Insta là. On a une amélioration de la mobilité d'épaule qui est incroyable en 1 heure de séance. Donc, je sais que c'est clairement ce que j'ai pu mettre en place qui a aidé ça. Mais même moi, je reste en disant, mais regarde, tu as quand même mis ça en place, ça en place. Je pense que ça a un peu joué. Ça, on ne peut pas dire que c'est 100% nous. Je trouve que ça serait un peu trop facile. Je sais pas. Après, je sais pas, hein, peut-être que oui, c'est peut-être super important. C'est que moi. Mais je sais pas. Je pense que la perf est tellement multifactorielle, que ce soit sur une perte de poids, une performance athlétique ou autre chose, que nous, on est là pour donner un chemin directionnel, d'emmener l'athlète à un point A, un point B, de lui donner toutes les recommandations possibles par rapport à nos connaissances. Maintenant, on reparle de responsabilité et c'est l'athlète à lui-même en fait qui doit ses résultats. C'est lui qui travaille, c'est lui qui prend responsabilité, c'est lui qui se met en action, c'est lui qui fait ça tous les jours. Donc, s'il y a bien une personne en fait qui doit être le premier responsable, c'est la personne qui fait ça. ouais. Souvent, il y en a plein qui disent, ben, je vais travailler avec lui, je vais progresser. Non, c'est toi qui vas bosser. C'est juste, tu vas juste aller chercher d'autres aides. C'est ça, il n'y a pas de. Il y a pas de, bon, encore une fois, tu le sais, il n'y a pas de solution miracle, ou il n'y a pas le coach miracle, ou il n'y a pas le truc. Il y a des gens qui sont très très bons, hein, on en connaît énormément, qui sont spécialisés dans un domaine, qui sont extraordinaires. Mais ça reste que tu peux avoir le meilleur plan d'entraînement du monde, tu peux avoir le meilleur plan en euros du monde, tu peux avoir le meilleur plan alimentaire du monde, mais si tu ne le fais pas, Mm. ça restera, ou si tu t'entraînes en sous-charge ou en surcharge par rapport à ce que tu dois faire, ce qui est souvent le cas, tu as beau avoir le meilleur plan du monde, ton plan ne sera pas efficace. Donc ça reste encore une fois, par rapport à la personne, est-ce qu'elle désire, est-ce qu'elle veut vraiment changer, est-ce qu'elle veut vraiment s'améliorer, est-ce qu'elle se donne trop, est-ce qu'elle se donne pas assez, est-ce qu'elle met en place les choses au quotidien qu'il lui faut, est-ce qu'on n'aime pas aussi rester des fois dans certaines routines, on n'a pas envie de changer, mais en même temps on veut ça, mais en même temps on n'est pas prêt, mais en même temps, c'est un tout, c'est un peu un tout qui t'emmène à ça. Mm. Justement, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute, ou si tu croisais un athlète là, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Comment ça va? Est-ce que tu vis bien le Covid? Non, ça va déjà.
quand on remonte son dernier check-up, quand on remonte et qu'est-ce qu'il a fait dans ce check-up? Ça, ce serait la première chose que je lui demanderais. C'est qu'est-ce qu'est-ce qu'il a fait récemment pour savoir s'il a évolué ou pas évolué? Est-ce qu'il a des checkpoints qui lui permettent de savoir si ce qu'il a mis en place ou on lui a mis en place fonctionne? Ça, je pense, c'est la première chose à savoir. La deuxième, ce serait de savoir est-ce qu'il traque ces choses. Parce que pour moi, un athlète, et quel que soit le niveau, enfin, pour moi, un athlète, c'est tout le monde, hein. Enfin, toute personne qui passe au gym. Est-ce que tu fais un suivi sur tes charges? Est-ce que tu sais où tu vas? Parce que c'est facile de dire, moi, dans mon squat, je suis à 315 livres, je suis vraiment bon. OK. Mais est-ce que c'est par rapport à tu devrais être rendu? Est-ce que c'est bon par rapport à ton rep sheet que tu dois faire? Et ça, tu le sais si tu as vraiment un follow qui se fait bien. Et bon, c'est le job du coach, mais encore une fois, c'est aussi au coaché de le faire aussi, de prendre responsabilité là-dessus. Donc, ça serait un premier conseil, ce serait de dire, fais tes suivis, que ce soit en consultation ou en suivi de charge, en suivi de séance, qui serait intéressante. Deuxième conseil, s'entourer de maximum de personnes qui peuvent être le plus compétentes possible surtout, je pense que ça, c'est un conseil pour tout le monde, de croiser les infos, de ne pas croire par du Saint-Esprit que le coach qu'il a ou la personne qu'il a raison. Moi, je le dis à mes athlètes, remettez-moi en question, posez-moi des questions, mais allez chercher l'info, dites-moi que j'ai tort et allez-y. Là, moi, ça va me stimuler, ça va me permettre de trouver d'autres solutions, d'autres choses, mais ne croyez pas ce que je vous dis en fait. Voilà, ne croyez pas que j'ai la parole divine et que j'ai raison. Et troisième conseil, toujours bien se poser de ce qu'il veut. C'est de bien refixer ses objectifs, de bien sa tête. Je donnerais un quatrième si je peux, des fois de repartir sur la base. C'est con à dire, mais combien d'athlètes veulent performer en squat mais ne savent pas faire de flexion ou ne savent pas respirer ou ont un sommeil de merde ou enfin toi peut-être repars un peu sur la base et tu verras que tu vas peut-être performer 2 fois plus vite que ce que tu pouvais faire. Mais il faut accepter de repartir sur la base. Souvent, Voilà ça un fait peu. peur. Ouais, ouais. Souvent, ça fait peur de repartir sur cette base. On se dit, ouais, mince, je m'éloigne de mon objectif puisque je fais de la marche arrière. Alors qu'en fait, ben non, c'est t'avances. Bah ouais, c'est ça, c'est que t'as un bateau, il prend l'eau, mais tu continues à pagayer. Est-ce que tu n'irais pas plus vite si tu bouchais le trou, c'est simplement ça. Mais après, encore une fois, c'est de la perception. C'est une perception, c'est une croyance de l'athlète de croire qu'il va en arrière ou qu'il ne s'éloigne de son objectif. Alors que nous, en tant que coach, on sait qu'en fait, il s'est jamais autant rapproché de son objectif qu'en faisant ça, en fait. Sauf que il n'y a pas que le squat qui existe dans la vie, il n'y a pas que le deadlift qui existe dans la vie, il n'y a pas que le bench press qui existe dans la vie. Il y a d'autres choses qui existent et qui en fait sont tout aussi efficaces. Mais ils sont efficaces si on en a besoin. Ils ne sont pas efficaces parce qu'on a envie de le faire. Et on en a besoin si on l'évalue, si on sait lors de testing que c'est ça que notre athlète il a besoin parce qu'il a un trouble au niveau, encore une fois, du cervelet, il a un trouble au niveau de la voie de la colonne dorsale, il a un trouble oculaire, etc. C'est peut-être ça qu'il faut chercher à mettre en place dans la programmation en parallèle de ce qu'on veut faire. Et là, finalement, on va performer 2 fois plus. Et justement, qu'est-ce que ça impacte ben, c'est tous ces troubles-là que tu viens de dire. Ouais, tellement de choses, des troubles de coordination, problèmes de posture, d'équilibre, de débalancement gauche-droite, c'est-à-dire que je vais avoir même une atrophie qui va se créer au niveau du gauche-droite. Il y aura bien sûr des bascules, des rotations au niveau des lignes scapulaires et pelviennes. Il va y avoir donc des problèmes de lancer, donc de précision sur certains sports, de rattraper, de planification de tâches plus complexes, donc je sais pas, de dribbler avec un ballon tout en pouvant observer le terrain pour en faire une passe précise, tout en étant stable. Enfin, tout ça, ça va emmener par rapport à une fois comment je vais percevoir, prendre mon information et comment je vais la traiter. Moi, j'avais une cliente, je ne suis pas en passé, mais je l'ai toujours, qui, elle, n'a aucun ressenti sur sa chaîne postérieure.
Et le problème, c'est qu'elle est très forte. Elle est vraiment forte. Elle lève vraiment très lourd en deadlift. Elle lève vraiment lourd sur du rack pull. En squat, vraiment, elle est puissante. Le problème, c'est qu'elle n'a aucun mind motion collection. Quand tu lui demandes, tu le sens où là, Ah, j'ai une connerie, je le sens sur l'épaule. Je fais, ouais, mais on a travaillé un squat. Ouais. Tu vas le sentir dans tes fesses, toi, ou tu devrais peut-être le sentir dans tes quads. Tu sais, j'exagère un peu, mais c'est ça. Et en fait, à force de travailler, on a vu que, et à force de tester, on va prendre la j'ai testé, on a testé la voie spinothalamique et la voie de la colonne dorsale, donc qui sont deux voies motrices. Et effectivement, sa voie de sa colonne dorsale est complètement à l'ouest et la voie spinothalamique, pareil, est décédée. Donc, du coup, moi, ce que j'ai rajouté dans les récupérations, donc en filler, j'ai rajouté des stimulations sur ces différentes voies. Ben là, bizarrement, je ressens exactement les ischios, je ressens clairement bien les fessiers, je ressens clairement bien les quads. Ah, donc là, on a déjà une meilleure contraction musculaire. Bizarrement, ses poids sont déjà meilleurs, et même surtout sa perception de son corps dans l'espace, donc en termes proprioceptifs, c'est meilleur. Donc, diminution des douleurs, diminution de blessures, de tensions, amélioration de la performance. Mais si je ne l'aurais jamais testé, je serais passé encore une fois 6 mois à dire attends, on va travailler léger, on va travailler ça. Mais une fois qu'on a mis en place simplement quelques petites stimulations parce qu'on l'a testé, on a pu voir que c'était ça qui allait pas. Ouais. Le fameux non, mais il faut que tu renforces tes ischios. Là, ça va pas. C'est ton foie qui ne va pas. Mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On a été avec les STAPS et d'autres formations, parce que je pense que les BP et encore d'autres formations que je connais peut-être pas, ça, on a vraiment cette vision biomécanique du corps, ce qui est correct, c'est pas faux, clairement pas faux, mais l'équation est pas complète. Et quand on veut résoudre une équation, il nous faut tous les chiffres. Et le problème, c'est qu'on essaie de résoudre une équation où il nous manque la moitié de nos chiffres. Et ces chiffres qui nous manquent, c'est l'aspect neuro, c'est l'aspect physio, c'est l'aspect énergétique, des fois qui est très mis de côté, physio-énergétique, je vais le mettre un peu ensemble, et que du coup, on s'attache qu'au biomec. Donc, ah bah là, mais ton épaule, elle est sur l'avant, mais c'est parce que clairement, tu as ton petit pectoral qui est trop fort ou que tu as ta coiffe des rotateurs, elle est trop faible, mais évidemment. Alors, c'est pas complètement faux, mais c'est incomplet. C'est ça le truc, c'est clairement incomplet. Mais quand on sait que le cervelet gère l'extension et que quand on va tester les personnes qui ont une rotation interne de l'épaule, et on voit qu'ils ont une dysfonction au niveau du cervelet, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement venir stimuler le cervelet et certaines parties du tronc cérébral, qu'on voit aussi que certaines parties du tronc cérébral sont aussi en dysfonction, et bizarrement, tiens, bordel, j'ai mon épaule qui se remet stable et j'arrive à repousser correctement. Ah, cool, cool. Je viens de gagner 6 mois de travail de rotateur interne, externe du bras, qui sont méga plates comme exercice à faire. Donc, ou de stretching. Alors, fais du stretching, c'est pareil, fais du stretching. J'ai rien contre le stretch, hein, mais c'est pas mieux quand même, des fois. Mm. Clairement, clairement mieux. Mais encore Ouais. une fois, il faut comprendre du cerveau et comment on le stimule et comment on travaille. Mm. Si on reprend ton image du bateau, c'est que comme tu dis, tu es en train de pagayer, tu as le bateau qui prend l'eau, et du coup, tu donnes une paire de bottes à ton athlète pour éviter qu'il ait les pieds mouillés. J'aurais pas dit mieux. C'est ça. Faut pas que tu sois mouillé, mais on va pas s'occuper du vrai problème que le bateau prend l'eau. Faut pas que tu aies les pieds mouillés. Et on va te donner peut-être une pagaie qui va un peu plus vite, peut-être tu arriveras plus vite. Ouais. Mais c'est clairement ça. Et après, voilà, moi, je blâme pas les coachs et encore moins les athlètes parce que s'il n'y a pas de connaissances, il n'y a pas de connaissances. Maintenant, on repart encore de ça, mais c'est la prise de responsabilité. Pourquoi toi, moi, on le connaît? Pourquoi les personnes qu'on connaît ensemble, qu'on a dans notre entourage, le connaissent? Et pourquoi les autres coachs ne le connaissent pas? Et pourquoi nous, on s'est intéressé à ça? Et qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir les connaître ça? Moi, je ne suis pas un bon élève. Je n'ai jamais été un bon élève. À la faculté, tu pourras demander à mes enseignants, je leur faisais voir toutes les couleurs.
Je pense qu'ils étaient très contents quand j'ai eu mon diplôme pour qu'ils disent dégage, je ne veux plus te voir ever. Mais finalement, ça, moi je travaille dans un des plus beaux centres d'entraînement du Québec. On est avec une des teams la plus stimulante qui existe au niveau du Québec. On aide des personnes par centaines quasiment tous les mois. Et en termes de connaissances, on a pu monter des formations et puis aider d'autres coachs, encore une fois, à performer. C'est bien qu'on a mis en place des choses que d'autres gens n'ont pas fait. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait? C'est ça la question que je me pose. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Après, manque de connaissances, manque de temps, c'est beaucoup d'excuses, mais Ben, on en revient à ce que tu disais avec le marketing, c'est que on se contente d'autres choses et on remet pas en question. en plus, il y avait un truc que j'avais bien aimé. Comment il s'appelle? C'est Morin, je ne sais plus son nom. Jean-Baptiste, Non, pas Stéphane. Jean-Baptiste Morin, Stéphane? Stéphane Morin. C'est celui qui fait que de se plaindre tout le temps. Ouais. Non, mais il est bien, c'est super intéressant à lire. Mais il disait un truc, ça m'avait marqué, c'est totalement vrai. On est dans une des rares professions où il y a plus de formateurs que de coachs, c'est quasiment. Donc c'est chouette, hein, mais après, voilà, il faut choisir les bonnes formations, ce qui est toujours très compliqué. Et effectivement, encore une fois, il y en a qui maîtrisent très, 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 très bien l'aspect marketing, et tant mieux. Des fois, c'est en notre très bonne faveur parce qu'il y a énormément de la qualité. Et malheureusement, comme d'autres formations qui sont plates. Mm. Et ça, après, voilà, encore une fois, plus on s'entoure de personnes, je pense, compétentes et de personnes qui, dans notre mentalité, plus on arrive à peu près à cibler ce qu'on veut faire. Moi, je vois les personnes qui m'entourent, on a fait à peu près les mêmes formations et on a envie de faire d'autres formations qui sont similaires. Enfin, voilà, on est dans la même mentalité et on sait à peu près quoi choisir. Euh, Après, c'est correct, hein, tout le monde choisit. Tant que tu évolues, c'est bien. C'est très bien, mais c'est ça. Je pense qu'il faut toujours chercher à vouloir donner le meilleur. Mm. C'est compliqué. Non, c'est ça. Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait, à la notion d'athlète, c'est que tu pousses la porte du gym, tu veux être meilleur et les choses se mettent en route. Il projette une image de tu veux quelque chose. Tu veux quelque chose de bien ou négatif. Peut-être que tu n'aimes pas ton corps, peut-être que tu aimes ton corps, mais tu le veux encore plus. Peut-être que tout va bien, mais tu veux être encore mieux. Peut-être qu'il y a vraiment des trucs qui ne vont pas et tu veux être mieux. Mais en tout cas, il y a une projection d'un objectif qui est là. Et la personne, je dis, il faut quand même, enfin pas, moi je me dis ça, c'est qu'elle part chez elle, prend sa voiture, elle a choisi un gym, dire qu'elle a fait des recherches pour choisir un gym, ou pas, des fois elle va juste à côté du chez le plus proche, hein, mais bref, elle pousse la porte, elle demande des renseignements, et puis après elle va payer un service. C'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs étapes quand même dans un processus de je prends conscience qu'il y a un truc qui va ou qui ne va pas, que je veux plus, c'est que hein, qu'est-ce que je dois faire et ça, c'est clairement pour moi la mentalité d'un athlète. C'est-à-dire je veux performer parce que en match, je veux être meilleur, je veux faire quelque chose. Et il faut que je mette en place des choses dans mon training ou dans ma prep pour ça. Mm. Et ce qui est fou, c'est que Et ça fait la même démarche pour des cigarettes ou pour un burger. C'est que le mec, il prend sa voiture, il cherche et tout, et parce que il va se sentir mieux ou il va se sentir plus cool ou parce qu'il a un besoin. mais c'est ça, donc finalement, on en revient toujours par j'ai un besoin. Et là, c'est quoi ce besoin et d'où il vient ce besoin? C'est ça aussi qui va être intéressant. D'où vient le besoin? D'où vient la projection de j'ai besoin de sucre pour ça? Et c'est encore une fois, c'est l'ancienne sérotonine, elle descend, etc., etc. C'est niveau biochimie, tout ça. Mais pourquoi il y a encore ces débalancements? Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces débalancements biochimiques? Et qu'est-ce qui les emmène à... Et est-ce que, c'est ce que moi j'explique ce que j'explique à mes clients. C'est genre, je leur dis, moi je fais en marche en forêt, toi et moi, et c'est le matin, un grand brouillard du matin, tu sais, un peu le brouillard d'automne, là. Et on voit une silhouette au loin. Et dans cette silhouette, on voit une grande silhouette et une petite silhouette. Ok. Sauf que toi, dans tes perceptions, dans ton vécu, déjà dans ton passé, etc., il y a des choses, encore une fois, sociaux, familiaux qui sont faites, mais en plus de ça, tu as niveau vestibulaire, c'est pas top, niveau cervelet, c'est pas top, niveau oculaire, c'est pas top, etc. Peut-être que toi, tu vas te projeter en disant, tiens, ça, c'est sûrement un homme,
qui veut déjà du mal, qui me veut du mal. Tu vas te projeter déjà sur des choses comme ça, parce qu'on est dans la prédiction, on est tout le temps dans la prédiction. Donc toi, tu vas penser plein de choses. Tu vas te dire, il porte, je sais pas, il porte un cadavre dans sa main, ou peut-être un chien, ou peut-être un enfant, ou peut-être. Alors que moi, tout va bien. Pour moi, c'est juste un mec qui se promène avec son chien, et effectivement, il fait une promenade, basta. Est-ce que notre parasympathique et notre sympathique va être de la même façon? Est-ce qu'on va mettre en place les mêmes processus biochimiques? Est-ce qu'on va mettre en place les mêmes adaptations neurologiques là-dessus? Est-ce que toi, tu n'auras pas les mains très très moites et une fréquence cardiaque qui va être au top, alors que moi, je serai très pisse et en mode relax? Et finalement, quand la vision s'éclaircit, on voit effectivement, c'est juste un mec qui promène son chien et tout va bien et puis basta. Mais toi, peut-être, tu as peur des chiens parce que quand tu étais enfant, tu t'es fait attaquer par un chien. Donc, tu as certaines choses qui ont des stress qui sont mis là, donc certains réflexes qui sont encore présents, des réflexes de peur paralysante ou des choses comme ça. Enfin, finalement, encore une fois, on vit par rapport à nos filtres. Et tu vas mettre en place ces adaptations-là et tu vas mettre des comportements logiques par rapport à ça. Ce qu'il faut que ça soit logique quand même, que ça fasse du sens. Donc peut-être que ces personnes qui se font la queue pendant 15 minutes pour aller acheter un McDo ou pour aller acheter un IW, peut-être que si on leur pose la question, c'est peut-être une nécessité ou allumer une clope, etc. C'est une nécessité qui est importante. Mais cette nécessité, elle est due à quoi et à quel filtre? C'est ça qui va être intéressant de le comprendre. Est-ce que c'est par rapport à son vécu social, ou familial, ou à son passé, ou est-ce que c'est par rapport à ses... Et c'est en plus, parce que je pense que c'est en plus, et ses filtres en plus. Et tout ça additionné, je pense que finalement, le comportement qu'on va avoir sera destructeur. De toute façon, on va toujours chercher à survivre. Donc, si la personne fume ou la personne cherche à manger de la merde, c'est pour survivre, pas de la bonne façon. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, c'est super intéressant parce que c'est tellement de choses qui peuvent expliquer en fait beaucoup de choses sur l'obésité, sur les diabètes, sur les cancers, sur tout ça. Mais je veux dire, on vit déjà dans un monde aujourd'hui où ça va extrêmement vite. Et derrière, on doit, on, on doit assumer cette vitesse et on doit la vivre aussi. On doit quand même la subir, malgré tout. Et, euh, et je pense que si tu n'as pas accès clairement à ton cerveau, tu n'as pas accès à ton corps, je pense que tu ne le vis pas très très bien. Ouais, Mm. ouais c'est ça. Ouais, c'est ça qui est totalement fou. On est que la conséquence de réactions biochimiques. Mais le pire, c'est que quand il y a un déséquilibre, cet déséquilibre, il s'auto-entretient pour notre survie. C'est ça qui est fou. Bah, c'est qu'on est quand même bien foutu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Moi, je sais qu'on est quand même bien foutu dans le sens où on cherche toujours à s'adapter, on s'adaptera toujours. Donc ça, c'est quand même fou. Mais le problème, c'est ça, c'est que comment on s'adapte, il est pas forcément top top. Hein. On ne s'adapte pas forcément que dans la bonne chose. Que ce soit c'est, sur des immobilités articulaires, sur des problématiques de mouvement, sur des problématiques respiratoires. Les gens ne savent plus respirer sur des problématiques alimentaires, etc. Enfin, c'est énormément de choses. Et je pense que tu mets tout ça dans un sac, tu remues ça pendant 20 30 ans et t'expliques déjà pas mal de problématiques d'aujourd'hui. Puis après, je dis, sans parler du problématique éconimo, enfin, toi, Ouais. écono, géo, toi, enfin, tout ça, qui fait que où on n'est pas dans les mêmes environnements géopolitiques qu'il y a 30 ans ou 20 ans, économiques non plus, que familial non plus. Je veux dire que c'est tout con. Moi, je ne suis pas méga vieux, mais j'ai connu un monde sans Internet. Mm. C'est quand même cool. Donc, pas. J'avais peut-être 12 13 ans quand Internet a commencé à arriver. C'était extraordinaire, ça, c'était génial, mais on a quand même grandi sans Internet. C'est quand même chouette. Ouais. Aujourd'hui, tous les enfants ont un téléphone portable. Ouais. Ça ouvre énormément de questions, du moins d'interrogations. Ouais, après, ce que c'est. Tu as les progressistes, tu as ceux qui veulent vivre à l'ancienne, tu as ceux qui. Moi, je pensais, je suis pour tout. Je suis très relax sur beaucoup de choses, mais il faut que ça ait du sens. Mm. Et il n'y a pas si longtemps que ça,
promène, je vois juste, il y avait trois enfants. Sur les trois enfants, tu en avais un qui était dehors, mais le nez scotché sur son téléphone portable. Et il avait 10 ans. Je veux dire, à 10 ans, mais moi, j'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce que tu cherches sur Internet à 10 ans, en fait. C'est la grosse question. Qu'est-ce que tu cherches sur Internet à 10 ans? En fait, quel est ton intérêt d'avoir Internet à 10 ans, en fait? Tu vas chercher les prochains sorties Mais non, mais de c'est là où Pokémon, tu je sais comprends pourquoi TikTok marche autant, en fait. C'est que c'est les utilisateurs, ils ont 10 ans. pas. C'est ça. Là, on en revient, toi, clairement, toi, les stories Instagram, les stories Snapchat et TikTok, on en revient à, il faut que faut que ça soit, que le consommateur ait pour très très vite de l'information, très très vite, la plus débile possible, hein, parce qu'il faut que ça soit débile, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Et en plus, si je veux faire des likes, il faut que ça soit quand même un petit peu, tu vois, que ça soit un peu crash quand même, faut que ça monte, quoi. Et là, voilà, on va arriver à tout ce qu'on voit sur les réseaux, hein. Moi, je pense que la plus inquiétant, c'est tous les trucs de télé-réalité mon Dieu, quoi, mon Dieu, pourquoi hein, je n'avais pas à concevoir même que ça existe, en fait. J'ai du mal à ça. Mais bon, après, encore une fois, moi, j'ai pas de télé chez moi, donc je peux pas te dire, hein, mais j'ai pas d'écran. Ouais, enfin, moi non Donc, plus, je me je la peux télé pas en avant parler. l'ordi, hein. Je regarde pas ça, mais je comprends pas que ça existe, en fait. Ouais, mais après, ça va Mais donner après, une société qui sera sympa, tu sais. T'auras les JO qui seront en mode Secret Story, tu vois, où t'as 10 athlètes qui sont enfermés dans une maison et... mais tu sais, tu regardes bien aujourd'hui, c'est ça. Il faut, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se réinventent et c'est ça. C'est aujourd'hui, il faut que la conso rapide, à des prix pas chers, parce que si c'est cher, voilà, c'est pas, faut pas que ça soit cher. Il faut voilà, pour tout le monde pareil. Et il faut que ça soit compréhensible de tous. Alors moi le premier, parce que c'est sur mes réseaux, quand je partage des articles, etc. J'essaie que ça soit bien sûr compréhensif et j'essaie de vulgariser aussi au maximum. Mais après, pour intéresser les gens à aller creuser le truc, tu sais. Mais tu sais, quand tu vois le nombre de posts qui sont vides et les stories qui sont vides, et ça, on prône le vide. Voilà. Plus t'es bête, mieux ça marche. Mais Et je sais pas puis, si t'avais tu vu, sais, ouais. les pires, pardon, excuse-moi, je te coupais. Non, mais je sais pas Dis-moi. si t'avais vu, il y avait justement un truc là où ils avaient fait la promotion de livres de déco. Et en fait, le livre, il était vide. Mais c'est génial! Et le pire, c'est que ça s'est vendu. C'est ça, moi, c'est ça que je trouve ça génial. C'est qu'il y a des gens qui ont dit, ah, ouais, non, acheter un livre. En plus, je crois que c'était même plus cher ou similaire Ouais. avec le lettre. Il y a quand même des mecs qui se sont dit, mais c'est ça qui vient, parce que, tu sais, je dis que les gens sont bêtes là-dessus, mais en fait, ils sont super intelligents, parce que les mecs de tout ce qui est télé-réalité, ils ont tout compris du système. C'est ça le problème, c'est que ils sont super intelligents, ils ont compris que le système fonctionne comme ça. Et finalement, c'est des fois, je fais la partie avec les coachs. Genre, ouais, mais pourquoi les mecs Herbalife fonctionnent plus que les mecs des coachs compétents? Mais parce que les mecs Herbalife, ils ont tout compris au niveau commercial. Ils ont tout compris sur les stories, les photos, les machins. Ils ont tout compris. Et ce qui fait que des Sissi Mua ou des tocards de fitness girls qui s'y connaissent rien juste parce que juste elles sont bonnes ou juste que tu es méga musclé, et que tu n'y connais rien, mais à rien du tout de l'entraînement, ben, par contre, tu connais énormément comment fonctionnent les réseaux sociaux et comment fonctionnent les techniques commerciales. C'est ça qui fait que ton succès. Et dans le lot, il y a des gens qui sont très très compétents, j'en pense à certains, et malheureusement, des gens qui sont très compétents mais qui ne maîtrisent pas ça et passent complètement la trappe. Et on a des machin InShape là sur YouTube, je ne sais même pas s'il fait encore des vidéos lui. Ouais, ouais, bah, Thibaut Bref, InShape. je savais que voilà, c'est ça, ouais, c'est rien contre eux, hein, mais ils ont juste tout compris du marketing, ils ont tout compris de comment fonctionnent les gens, en fait. Les gens, voilà ce qu'ils veulent. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent des informations rapides, pas prise de tête, pas trop cher. Et en plus, franchement, avec ça, tu pourras avoir accès à tout ça, 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 plus ça, ça, ça. C'est génial. Vite, je clique.
mes parents sont super compétentes pour reprendre la base de ton cerveau, reprendre possession de ton corps et tout. Alors non, attends, ça c'est compliqué. Attends, faut que je travaille la respiration, c'est chiant. Mm. Ah ouais, mais bon, tu sais pas respirer. Tu sais pas manger. Ah ouais, Mais c'est il des faut que je choix. fasse un effort. On reparle d'action, on reparle de responsabilité. C'est où tu mets ton attention, où tu mets les choses. Tu sais, Mm. tu vois, le confinement, là, tout le monde a peuplé, là, les cours en ligne, etc. C'est bien, c'est super bien, c'est vraiment bien. Mais aujourd'hui, tu es expert en regardant 3 vidéos YouTube. Tu es expert parce que ça fait 5 6 ans que tu fais du sport, ou tu es expert parce que tu sais changer des pneus de voiture. Je ne serai jamais garagiste pour moi. Pour moi, à un moment donné, en fait, ce serait tellement si simple. Ce serait chouette, hein, ce serait tellement si simple. Mais aujourd'hui, voilà, il faut tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui emmène des problématiques encore plus au niveau des contre-performances, au niveau des problèmes de santé. C'est que on est, tu sais, ce serait pas logique. Tu sais, on est dans un monde où théoriquement on devrait manger mieux, mais il n'y a jamais d'autant d'obésité dans le monde. On est dans un monde où l'information est telle que tout le monde a source d'information quasiment sur la planète, mais on a encore des gens qui pensent que la Terre peut être plate, ou on va prôner la débilité sur la télé-réalité, réseaux sociaux, etc. Une vidéo de chat fait plus de vues que une vidéo sur effectivement la respiration. Je prends une connerie, mais sur des choses comme ça. Aujourd'hui, je sais pas, je pense que les gens sont peut-être pas prêts encore à ça. Mm. Mais il faut que tu montres que tu fasses semblant que tu sois prêt. Parce qu'on est dans un monde de paraître. Donc, je pense que le jour où Facebook et Twitter et Co vont cracher, Mm. parce que ça arrivera. Voilà. Ben, peut-être qu'on passera à quelque chose de supérieur. Mm. Mais tant qu'on vit dans un monde d'image et un monde de paraître, on aura toujours ça, C'est pour ça. le moment. Et peut-être qu'on en a besoin, peut-être qu'on est dans une phase de reconnaissance de l'humanité. C'est ça. Je sais plus, tous les systèmes, à un moment donné, ils fonctionnent, puis ils arrivent à saturation, ils s'autodétruisent et il y en a un nouveau qui vient. Bah, peut-être que ouais, on est là-dedans. C'est ça. Hein. Ouais. Bah, C'est ça, c'est que moi je pense tu sais, à un moment donné, de toute façon c'est simple, on ne peut pas continuer à vivre dans ce mode-là, ça je pense que c'est sûr. Que Insta, je l'utilise, Facebook, je l'utilise, mais je l'utilise clairement que pour professionnellement. Je l'utiliserai jamais pour du privé. Ma vie privée, c'est ma vie privée, ça porte son nom. Ceux qui l'utilisent pour leur vie privée et qui veulent montrer toute leur vie, euh, libre à eux, je ne juge pas. Mais c'est-à-dire pour connaître des fois certaines réalités de la personne et versus ce que la personne montre sur les réseaux, c'est très souriant en fait. Tu peux vraiment t'amuser beaucoup de choses. Donc, on, je pense qu'en fait, l'humain aura grandi. Moi, j'ai une théorie, je sais ça je crois, depuis que je suis au lycée. Ma théorie, c'est que l'humanité est comme un être humain. C'est-à-dire qu'on a la phase de l'enfance, la phase de l'adolescence, la phase du jeune adulte et la phase de l'adulte, et après, c'est la sagesse. Et je pense que c'est quand tu regardes sur les derniers siècles, eh ben, on a découvert beaucoup de choses. Voilà, c'est qu'on parlait tout à l'heure, on a vu plein de choses. Ben, c'est un peu comme l'enfant qui découvre plein de choses, qui apprend plein de choses, qui apprend à se servir de son corps. Puis après, on a un peu la phase adolescence, et un peu la rébellion. On essaye d'aller contre ce qui a été dit. Et je pense qu'en fait, on est en plein un peu adolescence, jeune adulte de l'humanité. C'est-à-dire, il y a encore des guerres, mais en même temps, on est contre les guerres, mais en même temps, on vend des armes, mais en même temps, on est pour l'écologie, mais en même temps, on continue à polluer, mais en même temps, il faut changer, mais en même temps, c'est trop dur. Il y a un peu toutes ces contradictions qui sont toujours opposables et ça fait 20 ans là qu'on nous fait ça. Là. Et je pense que c'est clairement en fait comme une phase d'adolescence. C'est genre, faut que moi je veux sortir tard le soir. Oui, mais tu es trop jeune. Oui, mais en même temps, je veux garder mon âme d'enfant. Oui, mais en même temps, tu dois avoir des responsabilités. Non, j'en veux pas, mais je veux pouvoir faire des choses plus. Tu sais, il y a un peu ce côté.
contradictoire de l'adolescent et du jeune adulte qui commence à prendre des responsabilités, mais qui ne sont pas encore complètement. Et je pense qu'une fois qu'on a passé cette phase-là de l'humanité, on va rentrer dans la phase adulte. Mais Et peut-être qu'à ce moment-là, ça va être ce ne sera super pas drôle trop parce tard. que imagine la crise de la quarantaine. On va acheter des voitures de fou. Ouais, non, mais c'est là où du coup Tesla, il a anticipé, il sait qu'il va vendre des voitures. C'est ça. Les gens vont dire, allez, fuck that, c'est bon, et on va faire plein de choses. Non, mais toi, je pense que c'est l'humain est en train d'évoluer, mais c'est ça, il évolue à son rythme, et peut-être qu'on désapprend pour apprendre, et peut-être qu'on a besoin peut-être de revenir à nos bases. Et nos bases ne veut pas dire de revivre comme en 1917 ou en 1900, en 1830, hein, c'est pas ça, revivre à nos bases, mais peut-être de reprendre encore accès encore à nos corps, accès à nos cerveaux, de se recentrer sur les bonnes choses et c'est mettre notre attention sur nos bonnes choses et sur ce qu'on peut maîtriser. Et finalement, peut-être les solutions vont peut-être arriver d'elles-mêmes grâce à ça. Après, ça, on philosophe pendant, on peut philosopher pendant des heures là-dessus, hein, mais moi, je pense comme ça. Moi, je me dis, ça, je laisse les choses faire. J'ai arrêté de manifester, j'ai arrêté de faire grève, j'ai arrêté tout ça. On va peut-être me plaindre, en fait. Faut... Et ton gouvernement, t'es pas content. Ouais, ça laisse Tranquille. envisager de belles choses parce que je pense ça vaudrait le coup d'être quand on va arriver à la sagesse, c'est une fois que on aura fait toute notre vie, que l'humanité aura fait toute sa vie et qu'elle sera vraiment dans la sagesse. Ouais, peut-être qu'on sera plus là, hein, je pense. Ouais, non, mais On forcément. sera plus là. Mais, ouais, c'est sûr que je pense qu'effectivement, il y aura un espèce de, tu sais, d'ouverture des yeux. Ces gens vont genre, waouh, comment on a pu, en fait, en arriver là à un moment donné. Parce que ça, on s'entend, la Terre, elle sera toujours là, tout ira très bien. Il y aura peut-être des espèces animales qui auront disparu et peut-être des Ouais. terres qui seront plus voilà, qui auront changé. Mais c'est encore une fois, la Terre va s'adapter et l'humain va s'adapter. Mais quand on sera arrivé sur cette forme d'ouverture de l'esprit et qu'on aura pris conscience de beaucoup de choses, je pense que on se dira dans les livres d'histoire, ben voilà, cette passe-là, ils vont trouver bien un nom à inventer, hein, et ben c'était l'époque où l'humain a été tac tac, et c'est ce qu'on vit actuellement. Ce qu'on vit actuellement, je pense, c'est tout. Mm. Et que finalement, et ça explique très potentiellement pourquoi il y a moins de découvertes, et peut-être que, voilà, parce qu'on ne met pas nos attentions là-dessus, là, on cherche, en fait, je pense qu'on se cherche encore un peu à savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Il y a deux, c'est un peu dualité, un peu, hein. On veut être écolo, mais en même temps continuer à polluer, mais en même temps on veut continuer à bouffer le temps qu'on veut, donc on surconsomme. Enfin, c'est quand on aura pris conscience de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, et ça ne rentre pas dans moi, je suis pas plus écolo, je suis pas plus tout ça, mais parce que je fais ma part des choses, mais je pense que quand on aura pris conscience de tout ça, ouais, ça peut être fun. Ça va être fun, je pense. Ouais. Ouais, franchement, là, c'est une belle réflexion, tu vois. Je pense que ça va trotter là dans le reste de la soirée, cette fameuse crise d'adolescence de l'humanité. Ouais, mais c'est la philosophie. Ça fait des années que je le vois comme ça, comme vraiment comme si on était des enfants. Je veux dire, l'enfant, il découvre plein de choses, il teste plein de choses. Donc, c'est comme il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Mais c'est voilà, à l'échelle de l'humanité, ça, finalement, c'est très, très faible, en fait, tu sais, si on réfléchit bien. Mais même au même principe que l'enfant, c'est assez faible, finalement, chez l'humain. Mm. Et peut-être qu'on est, voilà, là, actuellement, dans une phase d'adolescence jeune adulte, qui se cherche encore sur plein de choses, qui se cherche un peu à savoir quel adulte il veut être, et que quand on aura passé ce cap-là, dans 200, 300, 400 ans, j'en sais rien, hein, et que finalement, ben, on va rentrer dans une phase d'adulte et que là, ben, toutes les problématiques qui sont actuellement vont être réglées et, clairement, parce que toutes les solutions seront déjà adaptées et tout ce qui sera mis en place sera déjà fait. Mais et les solutions, je ne les connais pas,
il y aura sûrement des super solutions et peut-être des nouvelles choses que ça, adulte, tu as accès à d'autres choses. Quand tu es adulte, tu as, plus de moyens, tu as accès à plus de responsabilités. Donc peut-être qu'il y aura des nouvelles découvertes qui vont se refaire, parce que c'est une nouvelle découverte finalement, quand tu es adulte. Mais avec des découvertes qui feraient peut-être plus du sens et pas forcément à je veux vendre et je veux te faire acheter, toi, peut-être. Mm. Je sais pas. Ouais. Ça va être fun. Ça va être fun. Ouais. Mais il faudrait que tu ailles voir, je sais pas si c'est de la métaphysique ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, tu vois, mais je pense qu'il y a des mecs qui doivent chercher aussi, hein. Enfin, ça pourrait. Oui, j'espère. Et puis, tout ce qui est ça, la théorie des cordes, etc., Ouais. c'est super passionnant. C'est ultra passionnant. Hein. Alors après, j'ai un autre espoir. C'est pas, je t'en parle, c'est en live, c'est comme ça. J'ai un autre espoir, moi. Pour moi, l'humanité va aussi peut-être sortir de quelque chose le jour où on va découvrir une nouvelle espèce. Voilà. Que le jour où, en fait, on va savoir qu'on n'est pas seul. Peut-être qu'on va plus réfléchir en termes de pays ou en termes d'État, mais on va peut-être réfléchir en termes de planète. Et on sera plus des Français, on sera plus des Canadiens, on sera des Terriens, tu vois. Et peut-être qu'on aura plus conscience de ça en découvrant en fait une autre espèce extraterrestre, tu vois, des gens qui vivent, peut-être c'est des gens comme toi, comme moi, peut-être, mais juste qui vivent ailleurs, et avec une autre civilisation, peut-être qu'ils ont fait d'autres choix, peut-être d'autres choses, peut-être qu'ils ont fait pareil, ça, on n'en sait rien. Mais peut-être avec ça, on ne réfléchira plus en termes de pays, de continents, on va réfléchir en termes de terre. Mm. Et peut-être que avec ça, ça va peut-être changer peut-être beaucoup de choses. Mm. Voilà. Mais je crois que c'était Carl Sagan qui en parlait de ça. Ouais, Ouais. excellent. Je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. Et ben, c'est un mec Mais qui était responsable du département à la NASA et en fait qui s'intéressait à ben, la vie extraterrestre. moi, je trouve ça passionnant. Moi, je suis un grand passionné de ça. Je trouve ça extraordinaire, les étoiles, machin. Un de mes rêves, moi, ce serait quand même une fois dans ma vie, c'est de dire je vais ailleurs que sur Terre. C'est une fois. Sur la Lune ou Mars, toi, mais une fois, je puisse regarder dans le ciel et dire oh, il y a la Terre qui est là, et pas l'inverse. Toi. Ça, Ouais. ça serait un énorme kiff. Mais Et ouais. il y a des mecs qui y bossent, hein. Ah bah, mais c'est ça que je pense qu'on devrait mettre notre attention là-dessus, mais en même temps, tu vois, c'est toujours ça qui est contradictoire. Quand tu sais que tu as, certains pays qui vivent encore de la sécheresse ou qui vivent encore de la faim, c'est là en fait, il y a un truc, c'est règle tout chez toi et après tu peux mettre de l'attention pour aller ailleurs. Et le problème, c'est que c'est pas réglé. Et c'est ça, moi, qui me gêne un tout petit peu. La conquête spatiale, je trouve ça passionnant, je trouve ça extraordinaire et il faut. Mais il faudrait mettre plus de moyens là-dedans quand tout le reste serait réglé. Et le problème, c'est que là, pourquoi il y a des sommes astronomiques allouées à ça versus que cette même somme réglerait définitivement certaines problématiques ailleurs. Mais bon, après, encore une fois, on vit dans un monde où on entretient tout ça. Ouais, sinon, ça serait déjà réglé depuis très longtemps. Ouais, Voilà. ouais, totalement. Nous, peut garder ça parce que ça permet de faire de l'argent. Ça permet de faire de l'argent. Donc, et pour ça qu'encore une fois, on va parler d'un point de vue adolescent. C'est un point de vue égoïste. On est comme ça. Quand on va être adulte, on va penser à l'autre. Mm. Et quand on sera parent, imagine, quand l'humanité sera parente, alors là, encore plus. Ça, c'est encore mieux, ça. Toi, on serait adulte et parent. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une autre planète et peut-être ces deux planètes vont peut-être faire quelque chose. Non, mais on peut penser à des trucs de fou comme ça. Je trouve ça génial. Mais c'est que finalement, c'est quand tu vois, pareil, j'ai rien contre les restos du cœur, mais c'est l'hypocrisie à l'état pur. C'est ta somme, toi, pour moi. Si tu veux vraiment aider, aide-les pas en chantant, quoi. Fais d'autres choses. Même si c'est très bien, s'il faut. Mais là, on bouge pas le trou, mais on met un peu le doigt. C'est- pour dire, regarde, j'ai quand même essayé de boucher, mais il y a quand même de l'eau encore qui coule. Oh. Mm. Alors que tu as des bouchons qui sont juste à côté de toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais cette image du bateau qui coule, en fait, elle marche pour tout. Elle marche pour tout. C'est. Bah, elle va pour tout, parce que, c'est clairement ça. On prend l'eau, mais en même temps. Mais tu sais, par contre, moi, je pense que tous les discours en mode il reste 30 ans à la planète, et Ouais. après, ce sera la fin. Pour moi, ce sera la fin, peut-être pour l'homme, mais Ouais, la pour planète nous. ira très bien.
Il me va tout fait, très bien. Il n'y a pas de souci pour la planète. Quand tu vois que en quelques mois, on a arrêté les grands pétroliers ont arrêté de naviguer là, avec les premiers confinements, que tu vois que en quelques semaines, il y a déjà on a redécouvert une faune et flore de malades. Tout va très bien pour la Terre. Sauf que il faut que l'humain s'adapte à certaines choses. C'est ça. D'autres d'autres choses à faire. Mais du coup, c'est ça, et pour faire les parallèles, ça revient avec le sport. Finalement, tout ce qu'on dit là, on peut faire le parallèle dans le sport, c'est la même chose. Ouais, mais c'est énorme parce qu'à la base, on partait sur un truc que construire un athlète et tout, la performance, nanana. Et en fait, ben, c'est tellement plus puissant, tu sais, c'est fou. Mais c'est pour moi, c'est que construire un athlète, tu peux pas le mettre de côté, ça, en fait. Parce que, en dehors de l'intégration du système nerveux central et périphérique, en dehors de l'intégration des réflexes, mais en même temps, tout ça va venir par rapport à cette société dans laquelle on vit, on interagit. On ne peut pas le mettre de côté, en fait, dans l'intervention avec un athlète. C'est-à-dire que l'athlète, il vient. Moi, j'avais fait sociaux à l'école, au lycée. On avait ce qu'on appelle l'habitus de Bourdieu, c'est tout ce qu'il a vécu. Donc moi, je parle vraiment de l'habitus de la personne, c'est-à-dire que tout ce qui a fait construire la personne en termes de famille, les pères et sociaux. Cette personne vient avec ça, il est différent du tien, il est différent de ce que toi, tu as pu le vivre. Et en plus de ça, il vient avec son système nerveux central et périphérique et tous ses filtres associés. Il faut que tu le prennes en considération quand tu construis ton athlète. Parce que sinon, tu perds beaucoup de choses. Je pense, moi ça m'est déjà arrivé, c'est des crises de pleurs avec un athlète parce que tu as dit un mot et ce mot, ça a déclenché quelque chose. Alors après, voilà, d'un point de vue psychologique, on va me dire ça. D'un point de vue, un hypno va me dire encore d'autres choses, un autre thérapeute, il va me dire encore autre chose, etc. Chacun va avoir sa vision. Mais fait que cette personne, elle a eu un passé, et ce passé et ce présent, bah, elle le vit à travers certains filtres, et que toi, tu n'as pas les mêmes filtres que la même personne par rapport à la même situation. Donc, on ne peut pas projeter sur cette personne-là nos propres filtres et notre propre perception. Et je pense que c'est important pour être un bon coach et un bon intervenant et pour construire un bon athlète que tu ne peux pas projeter euh, tes croyances, tes filtres et tes, comment dire, tes perceptions de ce que tu aurais toi fait par rapport à la personne dans cette situation-là avec la personne. Tu ne peux pas faire ça. Parce que la personne, elle a vécu son filtre comme elle l'a fait et il faut l'accepter. Maintenant, si on peut lui donner d'autres situations, d'autres outils pour qu'elle vive mieux actuellement ces filtres-là, ok. Mais on ne peut pas lui enlever ce qu'elle a vécu avant. Ça, c'est important lorsqu'elle va faire un squat ou que la personne veut chercher à performer, à squat ou à lancer plus loin, elle veut performer. Et on peut pas. C'est combien de personnes tu leur dis ah, c'est vraiment excellent. Pour eux, c'est pas bon parce qu'ils ont vécu avec une rigidité parentale, une rigidité familiale qui était énorme. Donc, toi, tu vas dire que c'est bon, tu le prends à la légère, alors que pour la personne, il ne faut pas que tu le prennes à la légère du tout. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être vraiment pris en considération avec l'athlète. Et je pense une des erreurs, c'est vraiment projeter notre perception sur les athlètes. Hmm. Ouais. Non, mais en plus, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Puis après, on s'est dit, ah non, je peux... Enfin, Et moi, le premier, hein, combien de fois. Et je pense que ça fait partie du rôle enfin, ça fait partie du processus d'un prep ou d'un coach de passer par cette étape-là, de dire effectivement, je me suis planté. C'est quoi à dire, mais comme moi, j'ai déjà blessé des clients. Plus maintenant, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc ça va, ça fait quand même plusieurs années que j'ai arrêté de blesser des gens. Mais ça m'est arrivé d'en blesser, involontairement, mais parce que encore une fois, tu veux faire trop théorique, tu veux faire pas assez théorique, tu te manques de connaissances, et là tu te tombes, merde, je l'ai blessé, qu'est-ce qui se passe? Ou merde, je l'ai bloqué pour la séance, part en larmes, ta séance elle est finie, hein, c'est entendre que la personne elle est plus prête à pousser. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là, on a tous fait ces erreurs-là. Et
Et s'il faut faire avec, après essayer d'en tirer les conclusions et essayer d'avancer là-dessus. Ouais, c'est ça. J'avais un intervenant, il était kiné, mais il disait en fait, vous pouvez faire des erreurs, mais jamais par négligence. Et à partir de là, ben, tu te dis, ok, j'ai fait une erreur, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et Ouais. il nous disait, enfin, il faut que vous appreniez, il faut que vous essayiez des choses, mais si vous ne le savez pas sur le moment, il faut que vous cherchiez à le comprendre. Ouais, non, c'est ça, c'est quand tu sais, moi, des fois, t'entends encore des coachs, ouais, moi, je leur fais des squats sur du Bosu parce que ça stimule encore plus les muscles stabilisateurs. Ok. Bon, là, tu prends un sniper, tu essaies de viser bien la tête pour être sûr qu'il ne se relève pas. Ou, ça, c'est comme ça, moi, même s'il y a des zombies, au moins, on est tranquille. Mais non. Après, c'est la personne, si elle dit ça, c'est qu'elle ne le sait pas. C'est pas que qu'on n'entraîne plus comme ça, que c'est faux, que ça va aller contre l'athlète et contre la performance. Donc elle ne le sait pas, parce que sinon tu es vraiment le dernier des abrutis à le savoir et à le faire quand même, toi. Donc là, la mentalité, c'est de dire, bon ben, soit j'insulte la personne, ce qui va être la principale première chose qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Ouais. Screener, on va partager pour bien montrer que cette personne, c'est une merde. Ou finalement, on va texter la personne, on va lui dire, mais écoute, regarde les dernières études là-dessus, je peux t'envoyer certains liens, etc. Maintenant, après, il y a comment la personne va prendre l'information. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire envoyer chier alors que la personne fait quelque chose de vraiment pas bon. Je lui démontre par A plus B que c'est à tort, genre en sortant tous les trucs. Mais non, 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 non. Je l'ai vu, ça. Ah bon, bah, dans ces cas-là, moi, je ne peux pas t'aider. J'ai fait ma part de responsabilité. Maintenant, la personne, elle doit prendre sa responsabilité d'avancer ou pas. Le problème, c'est que le client, lui, ben, il est en milieu de tout ça et lui, il n'a rien demandé. Et puis, c'est vrai que s'il a une contre-perf, ben voilà. Sinon, on va dire, ouais, mais moi, ça fait 10 ans que je fais ça, je ne me suis jamais blessé. Ouais, sûrement. Sûrement. Je fais 10 ans que je fume, j'ai pas de cancer. Vous savez, l'argument, il fonctionne pour tout, en fait. Donc, c'est pas valable, en fait, le problème. C'est que c'est pas un argument valable. Et surtout dans un métier où aujourd'hui, l'accès à la connaissance, je crois qu'il n'y a jamais eu autant d'études sur le sport qu'actuellement, que sur ces dernières années. Donc, si tu blesses ton client parce que tu ne sais pas, ça peut arriver, mais rapproche-toi donc de formation et de personnes qui savent pour pouvoir performer. Si tu le fais parce que tu es inattentif et que tu t'en fous de ton métier, tu as choisi le mauvais métier. Et après, si tu blesses un client et que tu t'apprends et que tu sais que plus jamais tu refasses cette erreur-là, ça a été bénéfique. C'est triste à dire, mais ça a été peut-être bénéfique finalement que tu le blesses. Ouais, et puis même le client, des fois, il s'en rend même pas compte. Ouais, ouais, puis tu sais, des fois, là, il y a blessure et blessure. J'ai une petite tension, je me suis. Ok, bon, ça, c'est rien de très grave. Je me suis fracturé le genou. Ok, bon, c'était pas plus grave. Voilà. Et après, c'est ça, je pense qu'il faut juste. Si tu en ressors un apprentissage dans ça, ben, je pense que c'est positif, mais il faut en sortir un apprentissage. Ouais, yes, yes, totalement. Bah écoute, Euh, c'est un petit moment qu'on discute quand même. ouais, j'ai pas vu l'heure. J'ai des clients, j'ai des clients, mais pas tout de suite. Ouais, vraiment intéressant. Mais je pense que je vais le couper en deux. Je pense que je vais couper le podcast en deux. Mais c'était vraiment, vraiment enrichissant. Et bah, du coup, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Ouais, bah, moi aussi, Gaël, c'est vraiment un plaisir. Je suis vraiment content d'être là. Et sauf quoi, ça qu'on a parlé de tout et rien. Et ce que j'aime en fait dans les discussions comme ça part de l'athlète, mais finalement, l'athlète est multifactoriel et nos interventions est multifactorielles. Donc c'est à nous de prendre le maximum de choses en considération et de s'entourer. Et je pense que c'est ça aussi les erreurs de coach, c'est de vouloir tout maîtriser tout seul. Mm. On peut pas. On peut pas trop. Yes. En tout cas, ouais, un grand plaisir. Vraiment, on refait ça quand tu veux. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Le podcast est maintenant sur Spotify et sur Apple Podcast, donc n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles si ça vous plaît. Et continuez à m'envoyer des messages et à me poser des questions, ça me fait vraiment plaisir. Allez, à la prochaine.